Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce 13h au Bénin. Au sommaire, le recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin ne se fera avec ceux qui sont frappés par le critère d'âge, mais qui ont des compétences requises. Ainsi en a décidé le gouvernement en sa séance du mardi 26 septembre 2023. Vous en saurez davantage dans ce journal. Un forum international sur les enjeux spécifiques et défis pour un meilleur avenir urbain, c'est une initiative du gouvernement à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Les détails dans ce 13h au Bénin. Et puis les sinistrés du drame du 23 août dernier à Tanquay, Parana ne sont pas au bout de leur peine. Une équipe de la rédaction a fait un tour dans ces maisons cassées sur décision de justice. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Le recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin se fera avec ceux qui sont frappés par le critère d'âge, mais qui ont des compétences requises. Ainsi en a décidé le gouvernement en sa séance du mardi 26 septembre 2023. Une mesure sociale dont le contenu a été expliqué aux bénéficiaires par le porte-parole du gouvernement, la ministre du Travail et de la Fonction publique et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était à la faveur d'une séance d'échange tenue ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. Reportage. En Conseil des ministres, le mardi 26 septembre 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la prise en compte des postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères, les ministres de la Fonction publique et de l'Enseignement supérieur et le porte-parole du gouvernement donnent des précisions sur cette mesure aux bénéficiaires et à la presse. Donc, le gouvernement a arbitré et a décidé que vous ayez aussi le droit, malgré les restrictions textuelles, que vous ayez le droit de vous inscrire sur la plateforme, donc le fichier national, et que vous fassiez valoir aussi vos compétences lorsque les recrutements vont s'ouvrir. À tour de rôle, Wilfrid Léandre Koumbedi, porte-parole du gouvernement, Adidja Toumatis, ministre du Travail et de la Fonction publique, et Léonore Yaïla Dekan de l'Enseignement supérieur ont expliqué dans les détails les raisons qui ont motivé le chef de l'État à prendre cette décision pour leur permettre de compétir au même titre que tous les autres remplissant les conditions. Une mesure qui trouve son ancrage juridique dans le statut général de la fonction publique. Un article dispose justement que l'État peut procéder au recrutement des agents de l'enseignement, des enseignants du supérieur, lorsque ceux qui postulent au poste vacant ont les qualifications requises, mais sont frappés par la limite d'âge. Je peux vous dire que c'est presque une première fois que nous recourons à l'application de cette disposition. Donc, ceux qui ont plus de 45 ans peuvent concourir bientôt, je l'espère, pour accéder donc en position d'assistant probatoire. Notre grande reconnaissance et notre premier mot de reconnaissance, c'est vraiment au chef de l'État qui a suivi et qui a compris et qui s'est dit oui, effectivement c'est un problème. Mais quand il y a un problème, on doit trouver des solutions. Quel que soit ce que les tests disent, on doit trouver des solutions et c'est ce premier niveau de solution que nous avons trouvé. Le reste, nous allons continuer la marche ensemble. Pour le porte-parole des bénéficiaires de cette dérogation au critère d'âge, la mesure prise par le gouvernement est un réel soulagement pour eux après plusieurs années d'attente et de démarches. Le processus de recrutement sera lancé bientôt et les représentants du gouvernement ici rassurent que toutes les phases se dérouleront dans la transparence pour garantir la qualité de l'enseignement supérieur au Bénin.
Depuis avril 2016, le Bénin connaît une transformation du point de vue du cadre de vie. Beaucoup d'infrastructures sont érigées et continuent de l'être pour accélérer davantage. Cette option, le gouvernement organise à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable un forum international au cours duquel les participants vont se pencher sur les enjeux spécifiques et les défis pour un meilleur avenir urbain. Le Bénin organise ce forum international pour bâtir un cadre de vie durable. Du 28 septembre au 2 octobre, diverses activités sont prévues pour la tenue de ce forum qui réunit cadres du ministère, partenaires, société civile. Le forum offre un cadre de réflexion pour le partage d'expériences sur les enjeux spécifiques pour un meilleur avenir urbain de par l'accompagnement des partenaires. Nous sommes convaincus qu'il y a une ingénierie financière à développer spécifiquement, à consolider pour le contexte de notre pays, qui se veut, en Afrique subsaharienne, un laboratoire en la matière. Les institutions de financement, du développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers sont conviés à cette réflexion qui est fondamentale pour assurer la poursuite de la dynamique qui marque le Bénin depuis 2016. L'objectif du forum est non seulement d'aborder les problématiques pour un meilleur avenir, mais aussi d'apporter des réponses aux défis actuels et futurs. Depuis 2007, plus de la moitié de la population vit dans des villes et cette proportion devrait atteindre 60% d'ici 2030, ce qui implique des défis. Si cette dynamique persistait, elle ferait peser d'énormes risques sur le bien-être collectif et individuel. Le présent forum vise donc à adresser l'ensemble de ces problématiques ainsi que leurs effets plausibles, avec pour ultime objectif l'identification de solutions de mitigation, de prévention et de renforcement de résilience. Distingués invités, mesdames et messieurs, voilà l'essentiel des motivations du présent Forum international du cadre de vie. L'objectif de développement durable, numéro 11, vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. Le Bénin ambitionne de devenir d'ici 2025 un pays majoritairement urbain pour atteindre en 2042 un taux d'urbanisation de 70%. Une telle accélération de l'urbanisation engendre d'importantes pressions sur la demande de services sociaux, d'infrastructures de base, sur le marché du travail, sur l'environnement et sur le marché du foncier, a indiqué le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Il faut dire qu'en marge du lancement du Forum international, la délégation ministérielle, ministre d'État chargé du développement et de la coordination gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, ministre du cadre de vie, José Didier Tonato et ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, a visité les stands où sont proposés des matériaux variés. C'est désormais une habitude pour les membres du Rotary Club Cotonou le Nautil. La lutte contre le virus de la rage en partenariat avec l'association béninoise de lutte contre la rage, le club a une fois encore initié une campagne de vaccination gratuite de la rage au profit des populations d'Abomey-Calavi et environ. La campagne est précédée d'une séance de sensibilisation sur la maladie. Plus de détails avec Teddy Goudalo et Jocelyn Pariga. Ils sont tous restés attentifs pendant tout le temps qu'a duré cette séance de sensibilisation sur la rage présentée par le professeur Abdourahmane Aguemo. En langue nationale fongbe, le président de l'association béninoise de lutte contre la rage a expliqué à ses petits-enfants les précautions à prendre en cas de morsure des animaux de compagnie. Alors il faut que les enfants effectivement sachent que quand un animal quitte un comportement pour un autre, ça peut être dangereux pour eux. Dangereux en ce sens qu'on ne sait pas ce qu'il a, ce chien-là. Et si jamais
les enfants s'en approchaient et les animaux de compagnie les mordaient, ça peut être une contamination à une survenue de la rage. Quand vous dites aux adultes, ils ne vous écoutent pas réellement et après ils oublient. Et quand l'accident arrive, ils n'ont pas le comportement qu'il faut. Alors que quand vous sensibilisez un enfant, chaque enfant répète plusieurs fois à la maison et vous êtes sûr que votre information sera diffusée. Pour se mettre à l'abri de la rage humaine, il faut nécessairement vacciner les animaux de compagnie. C'est ce qu'a compris le Rotary Club de Cotonou-le-Nautil du district 9102 en initiant cette campagne de vaccination gratuite des chiens et des chats de maison. Ceci avec l'appui de son partenaire, l'association béninoise de lutte contre la rage. Moi-même, je le faisais en temps. Je le faisais l'année passée, je n'ai pas pu honorer cela. Donc, comme j'ai vu que ceci est une occasion en or que je dois profiter. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu. Tu as un chien dans la maison, si tu ne vaccines pas ton chien, si ton chien a été agressé quelqu'un, par exemple, ce n'est même pas bon pour toi. Si tu ne montres pas ce qui montre que je suis en train de vacciner mon chien et autres là, si tu ne montres pas, c'est de prison. L'association béninoise de lutte contre la rage repart d'ici toute satisfaite. Pour cause, elle dispose désormais d'outils pour la conservation des surhommes et vaccins anti-rage grâce au Rotary Club de Cotonou-le-Nautil. Pour ne pas se retrouver en période de rupture et de commencer à chercher des sérums et des vaccins et donc perdre du temps et ne pas pouvoir suivre les règles du protocole, il faut avoir une banque de sérums et de vaccins. C'est ce qu'a prévu l'association béninoise de lutte contre la rage. Or, les sérums et les vaccins ne se conservent pas à température ambiante, ça se conserve à température réfrigérée. C'est l'objet de ce réfrigérateur. L'initiative du Rotary Club de Cotonou-le-Nautil, en partenariat avec l'association béninoise de lutte contre la rage, est louable, soulignent les propriétaires d'animaux de compagnie qui la veulent pérenne. Nous parlons toujours santé, préjugés, moqueries et rejets. C'est ce que subissent très souvent des personnes atteintes de maladies, surtout celles qui sont mystifiées. Alors que les malades ont besoin de soutien, ils se voient stigmatisés au sein de la société. Nous avons recueilli à ce propos un témoignage d'un ex-drépanocytaire qui retrace le parcours de sa vie durant la maladie. Voici le compte rendu dans ce reportage de Chérina Messon-Sounou. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques avec les plus forts taux de mortalité. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec cette maladie. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. Considérée dans l'opinion publique comme étant incurable, cette maladie peut être traitée efficacement, voire même éliminée. Charbel Arrondinou fait partie de ces rares miraculés qui ont réussi à triompher de la drépanocytose. Il se souvient encore des souffrances endurées durant sa maladie. Lorsque la maladie commence, donc, je sentais mes os me faire excessivement du mal. Vous voyez. Donc, à cause de ça, je n'arrivais même plus à marcher. Des fois, il y avait des coups qu'on me donnait juste pour me mettre dans, comment on appelle, juste pour cesser les douleurs. Vous voyez. Il y avait aussi des briques qu'on mettait sur moi pour me faire, en fait, pour faire arrêter les douleurs et autres. Maintenant, lorsque ça commence d'abord, je n'arrive plus à marcher, je n'arrive plus à bien marcher, je titubais en fait, vous voyez. À sa naissance, Charbel a été diagnostiqué au test d'électrophorèse comme étant SC. Pour sa famille, ce fut un coup dur et le début d'un parcours de combattant. C'était nous, ses parents, sa maman et moi, nous étions sous le choc. Naturellement, ça a sérieusement pesé sur nous, psychologiquement. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons poursuivi les soins avec le docteur Zissou, bien sûr, qui nous prodiguait des conseils, qui nous demandait de le protéger contre les moustiques, et contre les infections
infection, il prenait des produits comme Pénivé, comment dirais-je, Fordine, ne prenait pas de fer. Il devrait, quand il grandissait, il devrait prendre suffisamment d'eau, consommer des aliments sains, et surtout des fruits. Et Chabel grandissait, faisait régulièrement des crises. Des crises répétées, surtout en période de fraîcheur. Il refuse de sortir. Même comme d'habitude, très souvent, se doucher, c'est difficile pour lui. Au départ, moi, j'étais un peu énervé, mais finalement, j'ai compris que c'est à cause de la maladie qu'il fuyait de se doucher. Au cours, bien à l'école, quand à 7 heures, par exemple, Chabel vient m'accompagner. Souvent, bon, c'est comme si il craint parce que il fait froid. Et il risque de ressentir les mêmes douleurs parce que il va me prendre, me déposer. Il y a le vent sur la route, tout et tout. Donc souvent, il craint cela. Durant cette période éprouvante, c'est le regard de ses camarades de classe qui l'a le plus marqué. Des regards pas toujours sympathiques. De la 6e en 3e, ça a été vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Oui, durant ma vie scolaire, je me sentais en fait stigmatisé. Et je me sentais vraiment isolé parmi mes amis, mes collègues et autres. Je faisais l'objet de rire en fait. Ouais. Je titubais en marchant, tout ça. Bon, ça, je n'étais pas très à l'aise envers eux, mais je n'avais pas le choix, c'est ma maladie. Et donc, je gérais ça comme ça en fait. Les gens ont du mal à faire avec les personnes drépanocytaires. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas l'information. D'abord, d'autres croient que cette maladie est contagieuse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique qui se transmet de parents à enfants. Donc si on se met en couple ou bien on se met à côté de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne sera drépanocytaire elle aussi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et au-delà, il y a d'autres qui, à cause de la plupart des personnes drépanocytaires qui se présentent, je vais dire, des malformations, qui présentent des malformations, beaucoup n'apprécient pas. Ils disent, bon, c'est quel genre de personne ça, mais lui, il vient d'une autre planète. Afin de réduire les crises, le petit Chabel était donc pris en charge par sa famille qui l'aide à travers plusieurs traitements. Comme pour toute personne atteinte d'une maladie grave, le combat psychologique n'est pas à négliger. Si aujourd'hui Chabel est capable de vivre pleinement sa vie, c'est parce qu'il a su lutter psychologiquement contre cette maladie et le regard de la société. La drépanocytose touche des milliers d'enfants au Bénin, dont beaucoup décèdent avant l'âge de 5 ans. Son mode de transmission étant génétique, il est vivement conseillé de faire son test d'électrophorèse et d'éviter de céder à la passion sentimentale si l'on découvre une incompatibilité. La personne drépanocytaire a besoin aussi de soutien psychologique parce que lorsque ça ne va pas dans la tête, dans le corps, c'est aussi compliqué. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle l'équilibre entre les personnes non drépanocytaires et les personnes drépanocytaires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est SS. Génétiquement, elle doit s'unir avec une personne qui est AA. Ce qui fait que si il n'y a pas cet équilibre, si on n'apprend pas aux gens le fait de comprendre que la drépanocytose a besoin aussi d'un soutien psychologique et d'un soutien, je vais dire, d'un regard positif, ça ne peut pas aller. La lutte contre cette maladie ne peut pas aboutir. Richard Lemoy, auteur camerounais, écrit dans son livre Stigmatisé, Drépa saute la vie. On me donna la maladie, mais on ne m'ôta pas la vie. Mon corps réceptacle de douleur, mais mon âme dans tout ça résiste à la maladie. En d'autres termes, être drépanocytaire n'est pas une fin en soi.
Son nom est sur toutes les lèvres et son impact s'étend de plus en plus dans le quotidien urbain. Il s'agit de l'intelligence artificielle, cette technologique qui a pour but de simplifier la vie en facilitant plusieurs tâches. Aujourd'hui, même les enfants ne sont pas en marge des connaissances liées à l'intelligence artificielle. Nous sommes entrés dans l'un de ces lieux de savoir du numérique afin de vivre l'initiation des enfants à l'IA et nous retrouvons Chérina Messon-Sounou pour le compte rendu. On écrit un programme, comme je tiens de vous le dire, c'est pour simplifier des fractions. Et le programme, lorsque nous allons l'écrire, si un utilisateur arrivait à venir dans le programme et qu'il entrait une fraction, le programme même va le rendre immédiatement irréductible. Donc nous sommes en train de travailler, c'est ce que nos amis sont en train de faire. Âgé d'à peine 14 ans, Triomphe nous présente le back-end de son programme informatique. Comme lui, ils sont nombreux, ces jeunes apprenants qui ont développé des projets technologiques grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ici, dans cette bibliothèque, que tout se déroule. Une lettre pour chaque rubrique. Passionnés du numérique et surtout de l'intelligence artificielle, ces enfants ont décidé de participer à une école d'été afin d'en acquérir les bases. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, j'avais toujours envie de faire de l'informatique. Surtout que vu l'évolution du monde, nous tendons vers un monde technologique, un monde scientifique. Et moi, j'ai poussé ma réflexion loin. Je me suis dit, si très tôt, nous qui vivons dans cette génération et qui vivrons plus tard dans une autre génération, ne nous habituons pas à cette technologie qui est en train de prendre de l'ampleur là, nous ne nous retrouverons pas à notre place. Et alors, moi, j'ai voulu faire l'intelligence artificielle afin que dans les années à venir, je puisse m'habituer au cours de la vie. J'ai très bien aimé parce que quand je serai de retour chez moi, je vais programmer, créer des jeux pour mes frères, ils seront heureux de jouer. Subdivisés en plusieurs groupes selon leurs projets, ces futurs data scientists sont guidés par des formateurs aguerris. Le programme d'été pour les juniors, cela consiste à les initier dès leur bas âge à la programmation, de manière à pouvoir se familiariser avec un certain nombre de notions telles que les algorithmes, un langage informatique, les variables, les boucles, l'encodage et le décodage binaire. À l'école, au cours de l'année, c'est beaucoup plus de la théorie. Et ces initiatives, en fait, viennent corriger ou permettre un peu aux enfants de pouvoir toucher du doigt ce qu'on leur enseigne, de mettre en pratique. En fait, nous développons en eux des compétences transversales, c'est-à-dire telles que, par exemple, la résolution des problèmes, la pensée critique, la créativité, bref, tous ces éléments que nous développons en eux au cours de ce genre de formation. Pour leurs proches et parents, l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle est une plus-value à leur formation générale et il leur faut un environnement qui favorise le développement de leurs compétences. Il était très excité à l'idée de participer et quand il a déposé sa candidature, il était stressé. Donc le jour, on lui a dit qu'il était pris. Voilà, il était très heureux. Et j'ai remarqué que depuis qu'il a commencé la formation, il est plus passionné. Il est toujours sur l'ordinateur, en train de programmer avec Scratch, en train de réaliser les exercices que ses professeurs lui ont donnés. Je suis émerveillée déjà parce que moi je ne comprends rien à tout ce langage, à tout ce qu'ils sont en train de raconter. Mais au moins je sais qu'ils ont fait du bon travail et que les formateurs leur ont appris de très bonnes choses. Et puis je sais quand même que ça va être très très lucratif pour chacun d'entre eux. Le monde de demain se crée aujourd'hui, dit-on. Cette initiation des enfants à l'intelligence artificielle les prépare pour l'avenir. L'école d'été n'est que le premier pas, mais c'est déjà un progrès important au regard du développement du numérique et des nouvelles technologies. Je l'annonçais en titre, le mercredi 23 août 2023 était pour les habitants de Tankpé à Abomey-Calavi. Un mercredi noir, une douzaine de maisons ont été broyées sur décision de justice. Un mois après ce drame, quelle est la situation actuelle des sinistrés? Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Suivez plutôt. Plus de 30 jours sont passés depuis ce mercredi sombre à Tankpé-Parana, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pourtant, la douleur et l'émoi restent dans le cœur des sinistrés.
Devenus des sans-domicile fixe depuis ce drame, les victimes sont demeurées sur les lieux dans des abris de fortune, ce qui ne serait pas du goût de la partie adverse. Il y a assez de convocations, c'est d'eau. Il y a assez de convocations de la commissariat. Il y a commissariat. Bon, les bifins, mais bon, maman, nos filles, salon, ouais, non, mais aussi salon. Et ouais, non, il me faut quoi d'avoir non. Beaucoup si vous venez nous, mais quand on fume, il y a beaucoup de filles, il y a tout à l'heure, il y a ben, on a quoi, nous, à mon dieu, que bah, il fait, nous mettons les BCC, on met les filles, beaucoup de tiers, beaucoup de filles, c'est fort, tout bon. Il y a des convocations, on va peut-être sort des voyants, beaucoup de gélés, il y a des coutons, Saint-Léo. Mais maman, fier lors de mi dérouf théophio, nous minons d'or, edo, numéro igbaleme, edo, igbaleme, mais dérouf dans rapprochement avec mino yodo, bali du mi do file vous baisser mi wa fine. Et casse quand qu'une attaque et wow, zozo edo et chico de ton l'air pour idania ou ban, bonaya qui bambosa. Don bido et tout, mais nous noter, mais bodo, papa ne ni ba, ni bien, mais bon na consigne. Et na conscient do, vous savez, au moins il n'y a pas de beau de demain mon fils de namolon. Non, et bien mais très bon tiens avec babi. Ben au bon mais les gambos avec babi, ben les pour fils bodo ne on bloqué dit. Et maintenant il convocation wa nous. Fille, mi mon convocation, mi me balé bien, ma convocation nous bi. Bodo mi dona dégager, et mi les ko ikwe bona sanwe. Toutefois, selon les représentants de l'association de développement de Tankbe, une issue avait été trouvée au contentieux grâce à l'intervention du Conseil consultatif foncier. Première intervention, ils nous ont écoutés, ils ont eu les dossiers, les ont examinés. Après avoir examiné, ils nous ont reconvoqués, cette fois-ci avec tous les propriétaires terriens, pour leur dire la décision finale. C'est-à-dire que le domaine sera déclaré d'utilité publique. C'est l'État qui doit gérer. Va faire face aux deux citoyens qui sont les acquéreurs, qui sont aussi les propriétaires. Donc, nous étions tous contents, heureux. Mais cette convocation du commissariat semble avoir éteint cette lueur d'espoir dans le cœur des sinistrés. Au dire du président de l'association, les autorités locales ne sont pas informées de la convocation qui leur a été adressée. Dans un même esprit, avec ses voisins, il implore l'indulgence du gouvernement. Mais il y a un groupe de personnes qui sont ceux qui ont convoqué dans cette affaire. C'est parce que quelque part, lorsqu'ils ont cassé, la loi n'a pas été respectée. Donc c'est comme si nous sommes dans un pays où il y a fonctionnement à double vitesse. Nous appelons à la responsabilisation des responsables à différents niveaux pour qu'ils fassent exécuter ou respecter la loi. Pour rappel, des bulldozers avec l'appui des forces de l'ordre ont investi le mercredi 23 août le quartier Tankbe de la commune d'Abomey-Calavi et ont sur leur passage cassé une douzaine de maisons, laissant des propriétaires au soir de leur vie à la rue avec leur famille. Un tour dans le mai sur nos axes routiers, beaucoup de personnes accidentées décèdent pour faute des gestes de premiers secours de qualité. Une problématique face à laquelle la Croix-Rouge du Bénin a trouvé une résolution: former les conducteurs de taxi-moto aux gestes qui sauvent en cas d'accident. Eux, qui sont souvent les premiers sur les lieux d'accident. Cette formation a eu lieu à la place de l'unité de la ville de Porto-Novo, où plusieurs conducteurs de taxi-moto ont été initiés aux différentes techniques de sauvetage des personnes victimes d'accidents. Le point de cette séance de formation dans ce reportage. Des gestes de sauvetage pour secourir des victimes d'accidents routiers, c'est à ces actes d'assistance aux personnes accidentées que la Croix-Rouge béninoise a formé plus d'une centaine de conducteurs de taxi-moto de la ville de Porto-Novo. L'intérêt de la Croix-Rouge béninoise à leur apprendre les tout premiers gestes à appliquer pour
pour préserver la vie des victimes réside dans le fait qu'ils sont souvent les premiers témoins des cas d'accident. Cette activité s'inscrit d'une part dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée mondiale des premiers secours et d'autre part constitue l'un des volets du projet de renforcement de la résilience des communautés face aux risques sanitaires mis en œuvre grâce au soutien financier de la Croix-Rouge de Belgique, Frandre. La Croix-Rouge béninoise a comme objectif d'avoir un secouriste par ménage. Et nous avons voulu mobiliser une cible assez particulière, comme vous avez pu le constater. Il s'agit des conducteurs de taxi-moto. Alors, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la protection, c'est-à-dire lorsque nous sommes témoins d'un accident, comment faire pour protéger soi-même, protéger la victime et ses effets. Nous avons également mis l'accent sur l'alerte, parce que les conducteurs de taxi-moto, la plupart du temps, ils s'agglutinent autour de la victime. Ils ne connaissent malheureusement pas les gestes pour sauver cette dernière, mais ils sont là. Donc, nous leur avons appris ces petits gestes-là pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice s'ils sont témoins d'un accident. Les premiers secours sauvent des vies. C'est donc pour ça qu'il est important que tout le monde, quel que soit l'âge, puisse se faire former aux gestes qui sauvent. Et la Croix-Rouge béninoise est disposée à travers tous ces comités locaux dans toutes les communes du Bénin à former le maximum de personnes. De cette formation, les participants ont beaucoup appris concernant les gestes de secours, notamment la protection, le dégagement de la victime et l'alerte à l'endroit des parents et des sapeurs-pompiers. D'abord, on doit trouver un triangle de la voiture. On le pose de 100 mètres de devant et de derrière. Maintenant, on va d'abord dégager, faire dégager la personne pour voir, contrôler les côtés ou quoi, ou bien la personne a cassé les os, les bras, ou bien ça a cassé la tête ou pas. On va regarder tout ça. Des fois, je vois des accidents en chemin, souvent sur la voie de Cotonou à Djeregbe ou bien à Yoko là-bas, je vois tout. Mais je n'ai pas aucune idée. Mais aujourd'hui, grâce à la formation que j'ai suivie ici, ça m'a beaucoup donné de courage. Et je peux le faire et je dois le faire. Je veux remercier le Croix-Rouge parce qu'il nous a donné beaucoup de choses, il nous a donné la vie. Ainsi formés, ces conducteurs de taxi-moto sont appelés à appliquer et à relayer les techniques apprises dans leur environnement pour sauver des personnes en cas d'accident. Nous bouclons cette édition par la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de collectivité, Zoran Agbodo Lomé. Les rituels se sont déroulés en présence des filles et fils de la famille. L'événement tant attendu vient mettre fin à la vacance du trône observée depuis le décès du précédent chef de collectivité. Cette succession effectuée selon les procédures requises et dans le respect de la décision prise par les membres, est placée sous le signe de la paix et de l'union entre tous les descendants de cette grande famille. Les détails dans ce reportage de Imet Elena Mosso et Georges Vaudouna. Il est désormais connu, le nouveau chef de la collectivité Zoran Agbodo Lomé. Dag Pogé succède à son frère Dag Bedo Nusimanrou, parti rejoindre ses ancêtres il y a quelques années. Il a été choisi selon les rites, mais aussi de commun accord avec tous les membres de la famille, ceci pour plusieurs raisons. Dag Pogé, alias Zoran Antoine, est franchement un rassembleur. C'est quelqu'un d'humilité extrême. En un mot, c'est un humaniste. Il est rassembleur. Et c'est tout ça qui a fait que ce choix a été porté sur lui par toute la collectivité. Humble, comme je disais tout à l'heure, serviable et qui se met au service de tous dans l'esprit Mbutu. Réunis ici autour de l'élu, frères et sœurs et autres parents célèbrent l'intronisation du nouveau guide de la collectivité. Ils assistent également au dernier rituel d'intronisation de celui à qui revient désormais la charge de prendre les grandes décisions pour le bien-être de tous. Démarrées très tôt le samedi matin, les cérémonies ont été présidées par les initiés de la cour royale. Ils ont été ponctués de libations et de sacrifices, à l'issue desquels Dag Pogé a été présenté à ses aïeux. Devant eux, des consignes lui ont été données ainsi que des conseils pour l'aider à bien accomplir sa mission. Chaque membre de la famille est appelé à obéir à ses ordres et à faire le nécessaire pour ne pas lui compliquer la tâche.
Et ça, nous, les Européens, na kɔlɛ kpe gbadza karanjɛ kadzi nuranjɛ kodi gbinanjɛ fiti asinanjɛ sidi nua dɔ ye nue filɛ na se nɛ nue filɛ dɔ ye nue filɛ kana se nɛ gbedokɔ fɛn dɔ kɔyɔ gbe ena tɛ nue iwe di yɛ ka. Oui, quelques divisions, mais qui ont été gérées à tel point qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est un DAA qui est issu d'un consensus global, général. Tous les enfants ont fini par s'entendre pour que cette intronisation ait lieu. L'intérêt que les uns et les autres ont manifesté pour accéder au trône, c'est ça qui justifie l'importance du trône. Du coup, je suis très heureux d'avoir pris part avec mes frères Soglo à cette cérémonie. Pour les uns et les autres, l'avènement du septuagénaire au trône sonne un nouveau départ. Tous doivent jouer leur partition afin de maintenir la maison Zoran à Godolome. Ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de rédaction et de réalisation.